C'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours sur notre cours avancé du samedi, la partie 2, toujours dans énormément d'hypnose. Donc pour les Silva qui n'étaient pas fans d'hypnose jusqu'à présent, j'espère que ça vous intéresse. D'ailleurs, je vais faire le moment pub. N'oubliez pas que Lee donne ses dernières sessions d'hypnose, que ce soit Hypnovision, NGH, pour avoir votre certificat. Elle fait ça en septembre, donc n'hésitez pas à aller sur le site hypnovision.net, comme ça vous aurez un ensemble d'informations. C'est sa dernière ronde d'enseignement de l'hypnose. Donc si vous voulez être certifié by Damli Pasco, il y aura écrit by Damli Pasco, n'hésitez pas, comme ça vous permettra de voir comment elle enseigne. Et là, au bout du compte, pour les gens qui s'intéressent à ce qu'on vous partage depuis maintenant quelques semaines, ça vous permettra de mettre vraiment de rentrer dedans et de vous dire, tiens, c'est intéressant, c'est marrant, et de mieux comprendre encore la méthode, bien que, là j'insiste, on n'a pas besoin de connaître l'hypnose pour bien faire la méthode, mais c'est amusant de voir à quel point la méthode a été orientée par l'hypnose. L'intelligence et la création. La notion d'intelligence est redéfinie non par le QI, mais par la capacité à résoudre des problèmes en relation avec l'expérience. Ça, on sait que c'est typique du José. Je trouve toujours que c'est une très très bonne définition, en tout cas une orientation, notre capacité à résoudre des problèmes. On peut vraiment se dire, est-ce que ma méthode Silva fonctionne? Posez-vous juste cette question-là. Si vous ne savez pas si vous êtes au niveau alpha, si vous ne savez pas si c'est de l'intuition ou autre chose, dites-vous simplement, est-ce que quand je l'utilise, je résous des problèmes? Et on revient à ce que disait José au départ. Utilisez-la pour quelque chose de concret. Faites pas des tests genre ça me sert à rien. Non, faites des tests qui vous servent à quelque chose. Comme ça, vous avez, s'il y a du feedback, vous pouvez vous dire, ok, la méthode que j'utilise me permet d'avoir une résolution de problème, donc je peux me dire qu'elle fonctionne. Et là-dessus, c'est chouette, tu vois, se dire, ouais, mais je sais pas, je suis à niveau, je sais pas si je vais me réveiller le matin, vois, mais prends sur les problèmes et tente de les résoudre. Et si tu as des solutions qui arrivent, là, tu peux te dire, mon système fonctionne. Ça, c'est typiquement français, ça, de rester dans la théorie, mais peut-être pas vraiment en alpha. Mais fais la technique, si ça marche, vous devez être en alpha quand même. Mais tu sais, très pragmatique. C'est, je pense, le syndrome du bon élève. Il y a un côté de se dire, je veux bien faire, j'ai investi du temps, de l'argent, j'ai envie de bien faire, donc il faut bien que je comprenne pour que je le fasse bien. Alors que là, c'est, tu l'as compris, vas-y, teste. Ouais. Ça, c'est plus ce côté anglo-saxon et français, c'est vrai qu'on est un chouïa moins comme ça. Les individus ayant une grande capacité à résoudre des problèmes sont considérés comme hautement intelligents. Simple. On ne se prend pas la tête sur ton coefficient intellectuel, tu as un problème, tu trouves des solutions, tu es intelligent. Et c'est là où on peut ouvrir le principe d'intelligence, qui est toujours quelque chose de complexe, auquel un sujet difficile à aborder, parce que il y a des formes d'intelligence. Moi, je suis incapable de résoudre tel type de problème, et quelqu'un va le faire très facilement, mais ça se trouve sur un autre modèle de pensée, une autre complexité, un autre niveau. Je suis peut-être pas capable, moi, de gérer un problème de maths, mais peut-être plus un problème psychique. Alors qu'il y a peut-être un matheux, va rien comprendre au côté psychique, va rien résoudre, mais par contre, il va résoudre des problèmes de maths. Donc, c'est intéressant parce que ça ne ferme pas l'intelligence. C'est est-ce que ce que j'utilise résout des problèmes? Et là, on pourrait limiter de ma vie et peut-être de la vie des autres, mais surtout de ma propre vie. Subliminal et suggestion. Le subliminal ou la programmation indirecte est très puissant. Un exemple est l'expérience où l'image d'une boisson de Coca-Cola est insérée sur une seule image d'un film, augmentant considérablement les ventes. Bon, alors maintenant, c'est de moins en moins subliminal. Vous regardez un film, il y a 15 000... Ils sont trop marrants, les gens, tu sais, les acteurs. Genre, je bois une boisson. Au cas où, si vous ne l'avez pas bien vu, et on voit les gars, ils posent bien. On est tous sûrs. C'est très marrant de voir comment maintenant l'influence, il n'y a plus besoin de subliminal, tu balances l'info. Tu sais que nous, en France, on a eu un truc très connu qui était dans l'image. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens. À l'époque, en France, on avait une chaîne qui s'appelait Antenne 2, qui est devenue France 2.
Et Antenne 2, pendant la pub, tu sais, ils avaient un jingle publicitaire. Donc, tu as un jingle, puis après, tu avais la pub. Et le jingle, ça reprenait le logo d'Antenne 2. Et, alors, j'ai vu ça il y a longtemps, il faudrait que je revoie ça, mais apparemment, pendant les élections de Mitterrand, donc tu vois, ça date, hein, c'est soit 81, soit 88, ils avaient mis la tête de Mitterrand dans juste les 2-3 secondes où on voit Antenne 2. Et en fait, quand tu ralentis, tu vois qu'il y a son visage qui est derrière, mais un peu flouté. Et vu que tu pouvais le voir, vu qu'il y avait 3 chaînes ou 5 chaînes à l'époque, tu voyais, tu regardais Antenne 2, tu pouvais peut-être le voir 15 fois avant les élections. Et j'ai entendu parler de ça, oui. voilà, c'est très, très drôle. Donc, les images subliminales, elles ont été utilisées. Maintenant, je pense que si on reprend ce qu'on disait juste avant, aujourd'hui, on est plus sur comment il a appelé ça, lui? La répétition, tu vois, juste la notion de répétition. Aujourd'hui, ils ne font pas trop de subliminal. Hein. On veut te vendre un produit, il faut que tu comprennes que notre produit il est super. Regarde notre produit, on te fait passer 50 fois la même pub, ou dans un film, on te met 40 fois. Ah, ce Coca-Cola est super. Ah, c'est super, je vais prendre du Coca-Cola. Garçon, un Coca, voilà. Il y a, par contre, la répétition, elle est très, très forte. Donc, ça, c'est très amusant. C'est marrant parce que tu vois, tu as un peu l'impression que c'est des techniques d'influence / manipulation qui sont complètement obsolètes, qui semblaient très à la mode pendant un moment. Alors, je dis pas encore, il y en a certainement, tu vois, mais on a compris qu'être un peu moins subtil, parfois, ça marche très, très bien. Or, aujourd'hui, le marketing, on n'est pas très subtil. Hein. Encore, il y a les neuromarketing, hein. Tu sais, dans les magasins, dans les supermarchés, ils s'amusent à ne pas avoir. Attends, c'était quoi le principe? Il y a un léger dénivelé vers le bas, vers les rayons où tu dépenses le plus d'argent. Donc, c'est facile d'y aller. Et c'est plus dur de repartir. C'est amusant, tu vois. Mais c'est un effort qui te demande quoi 0,01 joule de ton énergie. Mais ça, ton cerveau, il se dit, c'est plus sympa d'être là-bas. C'est plus sympa parce qu'en fait, ça, c'est des endroits cool. C'est comme, tu sais, le produit, tu le vois là. Le produit que tu veux, il est en dessous, mais tu ne le verras pas parce que tu vois le produit qu'ils veulent vendre en face de toi et que tu n'as pas envie de te vendre ou tu n'as pas envie de lever ton bras. Et du coup, là, il y a quelque chose qui manque. Donc, il y a plein de choses, les musiques qui passent. Pourquoi, quel rythme, etc. Les couleurs, le fait de changer régulièrement dans le magasin pour que tu réapprennes à observer, à regarder, à trouver. C'est génial. Oui. C'est frustrant pour les clients, mais je sais pourquoi ils le font. Ouais, puis, tu vois, là, maintenant, les nouveaux trucs, nous, en France, on a un truc russe qui s'appelle Action. Ça parle, c'est une espèce de supermarché, moi, j'y suis jamais allé, hein, qui s'appelle Action. Donc, tu vois, ACION. C'est le nom du supermarché. C'est ça. Ah, je ne connais pas. J'y suis pas rentré, mais apparemment, tout le monde qui y va me dit, en fait, il y a des prix tellement bas que tu ressors avec plein de choses dont tu n'as pas besoin. Là, maintenant, le truc, c'est un peu ça. C'est un peu les principes sur les sites internet de Temu ou de Temu ou de AliExpress. Des sites où, en fait, tu trouves des produits tellement pas chers que tu cherches d'abord un truc, puis tu vois qu'il y a pour 3 € en plus, tu peux prendre ça, puis pour 2, ça. Tu te retrouves avec 5 produits alors que tu étais parti pour t'acheter une chose. C'est fort, mais c'est un peu plus bourrin, tu vois. C'est un peu moins subliminal. Là, on est un peu plus dans le bourrinage. Ouais. Cela conduit à des lois fédérales contre de telles pratiques, donc les pratiques subliminales. Hein. L'idée de travailler sur l'esprit d'abord et le corps suivra. Je trouve que, alors là, on est dans les années 70, je trouve qu'il a totalement raison. Hein. Mais je ne suis pas sûr que c'était les Russes à l'époque qui avaient apparemment travaillé sur des ondes ou des messages dans, je crois, les magasins. Ils en sont revenus. Hein. Ça a dû fonctionner partiellement, mais tu sais, on revient là-dessus au plus grand classique américain qui était le MK Ultra. Donc MK Ultra qui a été leur recherche des pouvoirs parapsychologiques et de créer des soldats à plusieurs personnalités pour être des agents doubles, triples, etc.
Apparemment, ils ont dépensé des millions et au bout du compte, ils ont arrêté, ou même si je pense qu'il y a encore des labos qui doivent bosser dessus, c'est beaucoup moins mis en avant. Tu sais, tout ça, c'est un petit peu... on va faire maintenant plus confiance à l'IA qu'à l'humain en tant que tel. À mon avis, tout ça, c'est un peu mis de côté. Télédétection et transfert de pensée. Alors, là, bah justement, on est dans les périodes, hein, n'oublie pas, on est dans les années 70, là, donc guerre froide et co. Télégraphie suggestive. C'est les soviétiques qui faisaient ça. Les soviétiques ont expérimenté la télégraphie suggestive en modulant une onde radio avec des impulsions cérébrales amplifiées et en la projetant sur un bâtiment où des individus dormaient. Ceux qui ont reçu cette leçon dans une langue étrangère ont appris plus rapidement. Attention, je reprends, on est en 2025, le retour, là, ce séminaire, c'est de 72. Je pense qu'on peut débunker l'information dans le sens où les soviétiques nous ont vendu énormément de « on fait des choses » qu'ils n'ont jamais fait. Mais par contre, ils ont fait des choses qu'on n'a jamais su. Les choses qu'on sait, en général, n'étaient pas les choses importantes. Mais les choses qu'ils ont faites et qu'on ne sait pas étaient les choses importantes. Donc, bon, why not, admettons. On revient, on en a déjà parlé avec Lee, il y a l'apprentissage des langues sous hypnose. Il y a cette idée, nous on reprend ce qu'on connaît chez Silva, de se mettre en alpha pour apprendre une leçon. Pour lire le texte. Souvenez-vous, alors attends, je ne sais plus c'est dans quoi. C'est aussi chez les adultes, où tu lis tout en alpha, où c'était que avec les enfants. Tu lis tout le texte en alpha et après tu commences à répondre aux questions. C'était quoi ça? C'était dans la méthode Silva, ça? Non, je dois confusionner avec autre chose. Mais en gros, se mettre en transe, en alpha, on peut le voir avec l'hypno-reading aussi. Se dire, on se met à un certain niveau pour tenter d'optimiser la prise d'informations, non pas consciente, mais subconsciente. Oui, ça c'est autre chose encore. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas, mais on reste sur ces notions-là. C'est des notions qui sont testées, qui ont été enseignées, qui ont été partagées. Il y a eu pas mal de bouquins sur le sujet. Expérience des rêves. Donc Stanley Krippner, des études ont montré que des pensées pouvaient être transférées et influencer les rêves d'autres individus. Bon, là, je ne peux pas revenir sur le sujet, j'en sais rien. Cela soulève la question de savoir combien de décisions importantes sont influencées par des rêves inconscients et par la pensée d'autrui. Une question intéressante. Ça m'est pensé au film Inception. Ouais. Justement, il y a un type qui est formé pour entrer dans le rêve des autres pour les influencer. Je suis d'accord. Ah non, c'est intéressant. Après, on peut revenir sur ce dont on a déjà parlé, sur HypnoSleep, faire une séance d'hypnose pendant que quelqu'un dort. Ça existe. Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu là, il n'y a pas longtemps? C'était sur quoi? Sur des synchronisations de cerveau, mais alors à quel moment? Je crois pendant le toucher, il devait y avoir ça, mais il y avait un autre élément. Ça me reviendra plus tard. Mais toutes ces expériences aujourd'hui, elles sont encore beaucoup testées. Alors, je ne sais pas si l'influence des rêves ou les suggestions pendant le sommeil est encore étudiée, mais ça a été des choses qui ont été pas mal étudiées. Pensez bien, c'était avant tout à des visées militaires. Ce n'était pas forcément pour le bien-être et la paix du monde. Création et imitation. La capacité à créer est démontrée par l'exemple du frère du locuteur qui, après un programme de contrôle mental, a conçu une machine de merchandising innovante. Le désir est le mécanisme principal pour accéder à différentes dimensions de l'esprit et de l'existence. Donc là, on revient sur un élément très important, on nous en a parlé sur la précédente vidéo, qui est cette notion de désir. On a parlé, nous, de l'attente positive, mais on est revenu sur désir, croyance. Désir, s'il n'y a pas de désir, vous ne pouvez pas initier quelque chose. Ce qui est d'ailleurs intéressant, de façon générale, posez-vous la question de savoir si vous avez vraiment envie de quelque chose. Oui.
parce qu'on peut faire des choses sans envie, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne réussira pas des choses sans envie. Je dois faire ça, il faut. Bon, tu mets en place les principes, mais ça va être peut-être un peu plus lourd pour toi. C'est sûr que quand il y a du désir, déjà, ça allège et ça permet d'avoir un potentiel qui s'ouvre. Et pour José, c'est une façon, ce qui est logique, hein, le désir nous amène dans la projection nous ramène à une dissociation nous ramène dans un état alpha qui est positif et qui nous permet de commencer à chercher des solutions, à aller vers des états et des potentielles réponses qui nous permettraient d'avancer. Bon, je crois que je t'ai jamais donné Harry McKnight, un des premiers instructeurs Sylvain, a donné un discours sur désir, croyance, attente positive et il a donné une petite métaphore d'un baseballer. Je ne sais pas si je t'ai raconté ça. Je m'ai donné, ouais. Mais vas-y, repartage-le. Ah, ok. C'était que pour le désir, comme tu viens de dire, c'est ce qui déclenche tout ça, son désir. On ne commence pas. Alors, le désir, c'est quand le mec jette la balle. Le ballon? La balle. La balle, ok. Et puis, il part, mais si c'est un long trajet, il risque de descendre. Donc, il y a un deuxième type sur le champ qui va sauter en l'air et fait pour que ça continue. Et ça, c'est la croyance, justement, pour maintenir l'impact. Et puis, celui qui est là pour prendre la balle quand il arrive, c'est lui l'attente positive. C'est très simple, mais ça explique justement qu'en fait, il faut les trois énergies vraiment pour que quelque chose fonctionne. Ouais. Après, moi, je pense qu'on peut faire des choses sans désir, mais, et là, c'est intéressant, il n'y a pas de lancer. C'est-à-dire que ta balle, elle tombe par terre et ça va être long, ça va être laborieux, ça va être ennuyant. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. C'est juste que c'est pas les mêmes énergies, hein. Ça va rouler doucement sur le sol. Et ça arrivera peut-être à destination, mais c'est pas évident. Donc effectivement, quand vous faites quelque chose, cherchez cette notion de désir ou ce que ça va vous apporter. Quand on fait une action qui nous saoule, on n'a pas le choix, on doit le faire. Il faut se dire, ok, mais je vais y gagner quoi? C'est quoi? Je désire quoi derrière? Je désire pouvoir rentrer chez moi, être tranquille, dormir pépère, passer un bon moment avec les gens que j'aime. Je suis obligé de faire ça pour, je sais pas, gagner un peu d'argent, pour faire ceci ou cela. On trouve peut-être pas du désir à ce qu'on est en train de faire, mais on peut trouver du désir à ce que l'on veut obtenir. Oui. Du coup, à nous de changer notre curseur et de se dire, bon, ça me plaît pas, mais qu'est-ce que ça va m'apporter que ça me plaît, qui peut me plaire en tout cas. En fait, ma première introduction à ce qu'on appelle chunking en PNL, c'était Jerry CV dans une formation d'instructeur à Laredo. Et c'était pour chercher, OK, donc si tu arrivais à ça, qu'est-ce que ça pourrait te donner? Et on va aller de plus en plus loin, justement, pour trouver quel est notre vrai désir. C'était passionnant, hein? Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Parce que très souvent, on met en avant quelque chose un peu généraliste. Et si on shut down, donc si on décompose de plus en plus en petit, on s'aperçoit que c'est plus précis que ça. Et à un moment, quand on se rend compte de cette précision, ouais, mais en fait, je travaille sur quelque chose qui n'est pas réellement ce que je veux. Je voudrais, je sais pas, je voudrais arrêter de fumer pour la bonne santé, et alors qu'en fait, c'est pour pouvoir, allez, je dis un truc absurde, juste être plus apprécié par des gens. Parce que les gens de mon entourage ne fument pas. Ah ouais, mais donc, du coup, le truc le plus important, c'est développer la notion de se sentir aimé ou la notion d'être inclus dans un système. Tout à fait. Et du coup, si on dit juste, oui, mais t'arrêtes la cigarette, ouais, mais inconsciemment, il y a quelque chose qui dit, je suis d'accord, mais derrière, est-ce que réellement, on va m'inclure? Donc, il y a tant qu'on n'a pas résolu, ou en tout cas, tant que ça n'a pas été au moins mis en avant et conscientisé de, ouais, mais peut-être que tu as peur du rejet, peut-être que tu as peur du contact avec les gens, peut-être il y a plein de choses, tu vois. Et ces notions-là, si elles sont bossées, paradoxalement, le symptôme peut, on ne dit pas qu'il va s'arrêter forcément, mais il va diminuer et en tout cas être moins utile parce que on obtient quelque chose qui vient, qui nourrit ce qui était vraiment fondamental dans notre désir. Oui. Et on ne va pas se dévier sur des petits trucs qui ne sont pas importants parce qu'en fait,
On a déjà dit. Mais et finalement, ça revient à l'idée, programme son vrai désir et pas les moyens. Et on trouve peut-être que cette chose, oui, mais il faut que je l'ai, il faut que je l'ai. Après, on dit, mais c'est parce que je veux ça, donc ce n'est que moyen. Ouais. Donc, il n'y a pas jamais assez de désir pour un moyen qu'il y a vraiment pour le but final. Ouais, mais du coup, on revient à cette difficulté qu'on retrouve aussi en session, hein, qui est êtes-vous capable de bien définir vos objectifs? Or, la plupart du temps, on n'est pas toujours capable de définir l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est l'expression potentielle du désir que l'on souhaite atteindre. Mais du coup, on peut dire je veux ça, être persuadé que c'est ce qu'on veut, et en fait, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, du coup, ouais, tu peux programmer sur quelque chose qui ne sera qu'un support, qui sera un levier, qui sera une marche vers ce que tu veux. Mais tu t'es même pas rendu compte qu'en fait, tu voulais pas ça. D'où aussi le fait que beaucoup de personnes qui atteignent leurs objectifs soient pas heureux, soient pas satisfaits, soient pas. Justement. Parce qu'ils ont donné une puissance extraordinaire à ce petit objet et finalement, ils l'ont et alors, ça ne change pas grand-chose. Ah, tu l'as avec des gens, alors je prends vraiment un exemple qui est excessif, mais des gens qui vont dire ouais, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Ok. Ça dépend en fait de ton objectif, ça dépend de ton désir. Il y en a, l'argent, ça leur permet d'être avec leurs potes, ça leur permet de voyager, ça leur permet plein de choses. Mais en fait, au bout du compte, si le gars avait pas beaucoup d'argent, mais juste suffisamment pour voyager, genre, admettons, il est un boulot qui lui permet de voyager, de rester quelques jours dans les endroits, bah, il te dit, ah non, mais en fait, moi, ce que je voulais, c'était juste découvrir le monde. Donc, l'argent, ça a été le truc sur lequel il s'est focalisé. En fait, c'était un moyen, à un moment donné, pour vivre l'expérience qu'il désirait, qu'il objectivait et celle qu'il souhaitait absolument vivre. Ouais. Ouais. C'est assez cool, hein, et je pense que quand vous faites votre méthode, n'hésitez pas à vous interroger régulièrement sur ce que vous désirez et pas simplement ce qui vous semble être votre objectif. Ça se trouve, c'est pas du tout ça qui vous intéresse. Et, on travaille beaucoup sur ça dans le cours que j'appelle la loi d'attraction, mais en fait, le premier titre, c'était carrément ce que vous voulez vraiment. Ouais. Mais parce que beaucoup de gens se trompent sur ce qu'ils croient qu'ils veulent. Oui. Moi, je me souviens que j'avais fait ce cours-là sous ce titre-là, voilà, ce que tu veux vraiment. Ça, c'était intéressant. Mais c'est du temps, hein, c'est vraiment du temps. Et il y a des choses qui vont être hyper paradoxaux pour vous. Je veux perdre du poids, mais pourquoi? Pour me sentir bien. Ok. Et en fait, tu t'aperçois, c'est je veux juste un peu plus de compliments, je veux un peu plus de stroke positif, je veux un peu plus d'attention, je veux un peu plus je veux moins de regarder dénieux, je veux moins. Ah non, mais c'est juste pour me sentir bien dans mon corps. Ah non, en fait, c'est pour juste te sentir un peu plus apprécié, aimé. Et c'est pas un problème. Parce que le problème, c'est qu'il y a des moments où on cache nos objectifs parce que nous-mêmes, on se dit non, mais je ne peux pas me dire que je veux être plus aimé, ou que je veux être plus apprécié, ou que je veux être plus juste considéré comme… Pas la permission. Même si c'est un vrai désir, on ne se donne pas la permission. Non, c'est mieux de dire… Oui, c'est ça. Et on le diminue. D'accord. Ouais. Et du coup, parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, mais moi, je veux atteindre tel truc. On va reprendre le poids parce que c'est hyper classique, mais il est facile à constater. Mais ils vont dire oui, mais parce que je suis pas bien. Non, mais en fait, derrière, il y a quoi? Non, mais je veux être bien. Mais tu veux quoi derrière ça? C'est juste être bien dans mon corps. Oui, mais ça fait 20 ans que tu le fais avec ce désir d'être bien dans ton corps. Et ça fait 20 ans que tu prends du poids. C'est peut-être pas ça, en fait, le veut perdre du poids. Mais tu n'as peut-être pas encore trouvé ce que tu cherches. Et peut-être qu'au travers de tout ça, sans t'en rendre compte, tu es en train quand même d'avoir ce que tu veux. Donc, il faudrait peut-être chercher. Ça se trouve, je suis bien, mais tu n'es peut-être pas si bien que ça parce que tu te dis j'aime pas mon poids. Mais ça se trouve, tu es suffisamment bien par rapport à l'effort que ça te demande. Oui, mais je mange ce que je veux, quand je veux, je ne me prends pas la tête. Bon, bah, peut-être que c'est ça, en fait, toi, être bien. Mais du coup, c'est quoi réellement ton désir qui motiverait le fait de perdre du poids? Et ça, c'est pas si simple que ça. Surtout qu'aujourd'hui, on a limite des grilles préétablies par pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. C'est pour ça que vous devriez, il faudrait. Et ouais, mais c'est pas nécessairement ce que tu veux, que tu désires et ce qui fait partie de toi.
Mhm. Le désir est le mécanisme d'abord donc principal. Ok. Il est possible d'imiter des maîtres du passé comme Van Gogh, Da Vinci, Rembrandt en jouant le rôle à l'état alpha. You can it till you get it. Donc, on a cette notion de. Alors ça, c'est intéressant, hein, il existe en PNL, il existe en hypnose, il existe en Silva. Vraiment, cette notion de se dire, ben, je vais me mettre en alpha et je vais faire comme si, ou je peux même, et là, c'est intéressant au niveau du laboratoire, hein, imaginer un invité. Et l'invité, on peut se dire, tiens, bah, c'est Van Gogh, c'est Da Vinci, et j'imagine le dialogue, je laisse mon subconscient, mon conscient, toutes les parties de moi, aller dans cette liberté que je m'autorise. Ce qu'on va appeler. Ah, Ouais, c'est ce que Bert a fait en l'avant-scène. Justement, on exactement. se base sur une autre personne. Mais c'est qui ce type, un hypnotiseur russe, qui a vraiment pris ça en extrême, où tu t'associes tellement avec le modèle que tu deviens. J'ai plus le nom. Comment dire, tu sais qui, tu sais que tu Ouais, sais mais pas de qui je parle? non, non, j'ai pas le nom. J'ai pas le nom. Ah, tu n'as pas le nom non plus, mais tu sais de qui je parle, oui, oui, oui. Mais voilà, c'est pour ça aussi, on est un peu plus qu'en alpha quand même. On est vraiment totalement associé avec. Mais, ah oui, mais c'est toujours la même idée, hein? On fait comme si, on joue le rôle et Exactement. on teste. Et ce que Il y je a- trouve maintenant, c'est souvent, on trouve que ce qu'on croyait on était vraiment était lui-même déjà juste un rôle qui nous a été imposé par notre famille, notre société, etc. Donc, Bien moi, sûr. je trouve jouer les rôles, c'est génial pour découvrir qui on est vraiment. Ouais, et il y a tout un travail en hypnose qui est possible euh, de théâtre intérieur. C'est-à-dire que on fait travailler des rôles, des schémas. Alors en plus, on peut l'utiliser avec des états un peu comme en Gestalt. On met plusieurs chaises et on imagine bah, le moi millionnaire, le moi artiste, le moi geek, et on fait bouger la personne dans sa transe. Elle est en transe et on la fait aller d'un point A à un point B. Et on voit que les voix changent, les postures changent, les façons d'être. Et il y a plein de réponses, plein de choses qui se passent. C'est vraiment très, très, très intéressant à mettre en place. Mhm, mhm. Euh, donc, cela permet d'absorber leurs connaissances, entre guillemets, leurs capacités, entre guillemets. Cependant, l'objectif n'est pas de rester une copie, mais d'utiliser cette imitation comme tremplin pour s'améliorer et créer quelque chose d'original, devenant ainsi son propre produit. Il faut un désir fort et un objectif pour réaliser cela. Ceux qui ont énormément bossé sur cette notion-là, hein, c'est ce qu'ils appellent la modélisation en hypnose, pardon, en PNL, et les PNListes ont beaucoup, 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 beaucoup travaillé là-dessus. Ça a été, d'ailleurs, ils ont commencé leur système avec cette idée de modélisation. Comment les personnes qui communiquent bien, comment les personnes qui font des bonnes thérapies fonctionnent, on va Oui, les analyser, en on va faire. effet. Oui, oui, c'était tous basé en observant les grands maîtres. Oui. Hmm. Alors, celui qui est arrivé à l'extrême de ça, c'est Robert Dills. Et Robert, euh, Bandler, Richard Bandler, donc, qui est un des cofondateurs, John, John Grinder et Richard Bandler sont des cofondateurs. Et dans leurs élèves, ils avaient Dills. Et aujourd'hui, il y a, il y a Bandler qui se moque beaucoup de Dills parce que Dills a fait tout un bouquin sur la modélisation de personnes qui sont mortes, mais au travers de la PNL, au travers des écrits, au travers de ce qu'il a pu capter, comprendre, etc. Et il explique, bon, bah voilà, il faut que tu te mettes dans tel état d'esprit, avec tel type de fonctionnement, si tu veux penser comme Rembrandt, quand tu veux penser comme Da Vinci, quand tu veux penser comme telle ou telle personne. Et il a vraiment fait tout ça, et du coup, Bendler se moque pas mal de lui, mais je trouve que il rentre complètement dans ce qu'on est en train de dire là, et il a vraiment fait de manière intéressante. Ces bouquins, ils sont très, très chouettes à lire, hein. C'est, pour Bendler, il fait parler les morts, alors que pour nous, il est juste en train de modéliser des personnes de l'histoire. Mais bon, Bendler, il aime personne. Et nos conseillers, la Oui, plupart de nos conseillers sont morts, n'est-ce pas? C'est à peu près le même concept. Sauf qu'on exactement. parle au lieu de rentrer dedans, mais on se connecte avec quand même. Oui. Et c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez utiliser vos conseillers ou votre laboratoire comme une zone d'échange et faire venir en invité les personnes qui vous semblent intéressantes
les personnes que vous voulez modéliser, les personnes que vous voulez questionner, les personnes que vous voulez, sur lesquelles vous voulez vous inspirer pour être vous-même et pour développer des compétences et des qualités. Ça, c'est vraiment cool. Oui. Apparemment, Hillary Clinton, une fois, a confié que quand elle ne savait pas que faire, elle se mettait seule dans sa pièce, elle fermait la porte et elle parlait mentalement à Eleanor Roosevelt. Qu'est-ce qu'Eleanor Roosevelt aurait fait dans cette situation, etc. Donc, c'est vraiment classique. C'est beaucoup de la base de mon livre aussi, faites comme si. Oui. Non, oui, mais je ne connais pas quand même ce livre de Dilts. Il faut que je regarde ça. Ça m'intéresse. Je l'ai en PDF, c'est un vieux bouquin. Il a écrit. Ah, quoi, non. Ouais, ça doit faire quand même bien 25 ans qu'il a écrit. Si je le retrouve, je te le passerai. Yes, on va s'arrêter là. Ouais, oui. Comme ça, on commencera sur relation entre esprit et cerveau la prochaine fois. Donc, déjà, si vous avez des questions derrière, que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Pensez bien, il y a au mois d'août, il y a dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines, la méthode Silva. Le 28 août, je commence le cours de base. Donc là, 7 août, donc dans 20 jours, il y a la méthode Silva. 20 jours. Il faut que je réserve mon bateau. Ouais, tu réserves. Non, je plaisante, mais oui. Le temps passe vite et ça s'approche très rapidement, oui. Ça avance. Il vaut mieux qu'on dise aussi, s'il y a des anciens diplômés qui écoutent ça, disent je vais faire il n'y a plus de place pour les anciens. Et j'ai juste 1 ou 2 places qui restent pour les nouveaux, donc il faut quand même que je les garde. Voilà. Oui. Bon, on serait plein. Exactement. C'est les derniers cours live, donc tentez de pour les anciens. Ou que ce soit en numérique et autres. Et puis, bien sûr, les autres instructeurs, que ce soit en France, en Suisse ou en Belgique, sont toujours disponibles pour vous donner des cours. N'hésitez pas à aller sur la méthode silva.be.fr.ch et vous trouverez les infos qu'il faut pour discuter avec ces instructeurs, les rencontrer et vous former à la méthode et devenir diplômé Silva. Sur ce, à la semaine prochaine. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. B1, salut Lee, ciao, ciao. Salut, ciao.